Un bon expert métier sera forcément un bon formateur. Alors, je veux vexer personne, mais non, pas du tout. Je pense qu'il y a énormément de choses qu'un formateur ne ferait pas alors qu'il en a envie, mais tout simplement parce que ça lui prendrait énormément de temps. Internet, c'est pas l'avenir, moi je veux pas m'y intéresser, j'en ai pas besoin. On est au balbutiement des métiers qui sont attendus en 2035. On en connaît à peine 30% aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Lab Quark, le podcast qui décortique le monde de la formation et du e-learning. Donc, plateforme dernier cri, contenu immersif, outils IA, et pourtant la performance n'est pas toujours au rendez-vous. Et si vous oubliez un élément très important du dispositif, vos formateurs. J'ai la chance aujourd'hui de recevoir Sophie Thor, donc tu es directrice générale du groupe Quark, ancienne formatrice pour les entreprises, ancienne consultante et actuelle enseignante dans l'enseignement supérieur à la Sorbonne. Tout à fait, et merci Tania. Bonjour Florian Larbalestier. Bonjour Tania. Donc toi, tu es directeur du pôle conseil et ingénierie chez Quark, ainsi que de l'organisme de formation pour formateurs Digital Trainer. Oui, qui fait partie du groupe Quark d'ailleurs. Tout à fait. Et tu es également chargé d'enseignement à la Sorbonne aussi, et vous êtes tous les deux chargés d'enseignement pour les Master 2. Tout à fait. Exactement. Voilà, donc on va commencer par la question, la petite séquence vrai-faux, où je vais vous donner une affirmation et vous allez m'indiquer si vous pensez qu'elle est vraie ou fausse. Je commence par toi, Florian. Un bon expert métier sera forcément un bon formateur. Alors, je veux vexer personne, mais non, pas du tout. C'est-à-dire qu'un expert métier, alors l'avantage c'est qu'il est souvent très très passionné, mais transmettre, ça s'apprend. Voilà, donc il faut se former à former les autres. Très bien. Sophie, le digital learning a rendu les formateurs secondaires. Absolument pas. Faux. Faux, les formateurs sont cruciaux dans les dispositifs et on ne peut pas se passer justement de leur intervention. Je suppose qu'on va développer cette idée, mais absolument faux. Florian, former les formateurs, c'est un coût et non un investissement. Ah, faux. Faux. Alors forcément, ça représente un coût, mais c'est un véritable investissement qui est indispensable. D'accord, très bien. Et enfin, Sophie, l'IA peut remplacer les formateurs à court terme. Alors, pas du tout non plus. L'IA est un outil. L'IA est un facilitant, l'IA est un assistant, mais certainement pas un formateur en tant que tel. Très bien. Florian, pourquoi dit-on aujourd'hui que les formateurs sont des ambassadeurs de la formation et pas uniquement des transmetteurs de contenu ? Parce que je dirais que leur rôle a toujours été important, il a encore plus gagné en importance, dans le sens où le rôle d'un formateur, que ce soit au sein d'une école ou d'une entreprise, c'est quand même aussi d'être un ambassadeur, parce que c'est le premier point de contact avec les apprenants, donc c'est lui qui va aussi véhiculer toutes les valeurs de l'entreprise ou de l'école qu'il représente. Et en quoi, Sophie, tu penses que justement cet ambassadeur peut incarner la promesse pédagogique d'un établissement ? Alors même au-delà de la promesse pédagogique, je pense qu'aujourd'hui un formateur, il a un rôle exhausté, si je puis dire, amplifié. Pourquoi ? Parce que on est toujours dans une ère de formation et même encore plus. Il y a de plus en plus de compétences aujourd'hui à acquérir, même si elles sont plus courtes peut-être que celles d'autrefois, même si elles sont moins pratiques ou technologiques, quoique, avec l'avènement de l'IA et du numérique, il y a énormément de choses à acquérir. Mais c'est surtout parce qu'aujourd'hui, le formateur, c'est avant tout celui qui va transmettre la culture. Et on est véritablement dans une ère de transformation, globalement, que ce soit les entreprises ou les écoles. Le marché des écoles vit une véritable transformation parce qu'il y a moins de candidats, qu'on le veuille ou non, c'est démographique. Donc de ce fait, il y a une course aussi à l'efficacité, à la renommée de l'école et au fait que ce soit véritablement l'emprise pédagogique qui prime pour faire valoir justement l'intérêt d'une école et surtout les débouchés qu'elle apporte dans le monde de l'entreprise. Quant aux entreprises elles-mêmes qui vivent des révolutions, parce qu'on est venu même au-delà de la transformation, avec les changements de métier, avec l'apport des nouvelles technologies, avec la rapidité aussi d'exécution qu'on attend, bien souvent le formateur ne fait pas que former, mais est aussi une véritable courroie de transmission dans tous ces projets de transformation. En fait, il va démultiplier finalement, il va impulser la nouvelle dynamique. Alors, à travers un contenu, certes, mais en réalité, c'est vraiment finalement le bras droit de la direction pédagogique
avant, en amont, mais aussi de la direction tout court, générale, qui a impulsé finalement des courants de pensée différents, des méthodes de travail différentes et surtout une organisation. Donc le formateur, c'est lui qui va être au contact, justement, comme tu le disais, des apprenants, mais aussi des managers dans les entreprises qui vont être les personnes les plus proactives dans ces projets de transformation. Et effectivement, donc on sait que les mutations du monde du travail vont très très vite et qu'aujourd'hui on n'a pas forcément encore de la visibilité totale sur la manière dont les organismes devront accompagner leurs employés ou leurs apprenants pour pouvoir être au rendez-vous de ces grands enjeux. Mais la question se pose aussi pour les formateurs. Comment, chez Digital Trainer, vous parvenez justement à accompagner les formateurs au travers de toutes ces évolutions? Comment vous garantissez le fait de les équiper justement pour qu'ils puissent être ces ambassadeurs au sein des organismes de formation? Alors, déjà, sur Digital Trainer, nous avons 3 parcours certifiants qui ont des objectifs un peu différents. Donc, le premier, ça va être formateur professionnel d'adultes, qui va permettre justement d'acquérir vraiment toutes les bases attendues chez un formateur, vraiment tout ce qu'il faut sur le plan pédagogique pour être armé, pour vraiment être efficace en formation. On a un parcours qui va s'adresser à des gens qui sont déjà formateurs, donc c'est un parcours qui est inscrit au répertoire spécifique, qui est en cours de renouvellement d'ailleurs, qui consiste à apprendre à mettre en place une pédagogie digitale et multimodale. Et donc ça va permettre aux formateurs de se former à tous les outils qu'on peut utiliser aujourd'hui en formation, y compris à l'IA. Et puis, on va avoir un parcours beaucoup plus court qui va permettre d'accompagner les maîtres d'apprentissage et tuteurs, parce qu'eux aussi, quelque part, jouent le rôle d'un formateur. Ils doivent, en fait, s'assurer de transmettre leur savoir, leur savoir-faire aux alternants pour faire en sorte que l'expérience d'alternance soit gagnant-gagnant. C'est-à-dire que ce soit profitable pour l'alternant, que vraiment il apprenne un maximum de choses et que ce ne soit pas une petite main-d'œuvre comme parfois c'est le cas malheureusement dans les entreprises. Puis également que ça permette aussi à l'entreprise de vraiment profiter du talent qui est en train d'émerger. Et donc ce parcours-là permet de s'assurer qu'en fait on accueille un alternant dans de bonnes conditions et qu'on va l'aider à s'épanouir et à grandir au sein de l'entreprise. Donc c'est vraiment l'investissement dont on parlait, qui n'est pas un coût, mais qui est vraiment quelque chose Exactement. qui va pouvoir avoir un ROI sur le long terme. Si tu permets, je rebondis sur justement ce que disait Florian à l'instant sur la partie alternance. Nous, on est extrêmement vigilants justement sur cet accueil. On est nous-mêmes un exemple dans la mesure où on a un tiers de notre équipe qui est composée d'alternants. Pourquoi? Pour 2 raisons essentielles. Premièrement, parce que ce sont des jeunes et qu'ils apportent une dynamique. Et quand on est justement dans une EdTech ou dans une entreprise qui a envie de révolutionner, ils sont très souvent force de proposition et ils cassent les codes. Donc ça, c'est intéressant parce qu'effectivement, c'est toujours des personnes qui sont pleines d'idées et qui vont apporter énormément de choses à l'entreprise. Et la deuxième raison aussi, c'est que on sait aujourd'hui à quel point le recrutement est difficile. Or, un alternant est un salarié en devenir. Et donc cet investissement, en fait, ça va bien au-delà simplement de s'assurer que le jeune est bien formé et qu'il a acquis, on va dire, un certain nombre de compétences terrain, métier, mais aussi savoir-être. C'est aussi l'assurance qu'on a la meilleure recrue qui est en plus déjà dans l'entreprise, qui connaît tous ses rouages et qui a déjà commencé à bénéficier d'un réseau. Et on sait à quel point c'est important. Donc là, effectivement, vous mettez bien en avant le facteur humain. Tout à fait. Qu'est-ce que vous pensez justement des outils aujourd'hui et de la façon dont l'humain doit nourrir les outils ou s'en servir, ou s'adosser aux outils? Les outils, de toute façon, par définition, ça reste un moyen. C'est pas une fin en soi. Donc c'est pour ça que, alors justement, c'est un peu aussi ce qu'on apprend aux formateurs via Digital Trainer, c'est-à-dire que c'est important d'avoir une bonne connaissance des outils, de tout ce qui existe sur le marché, de ce que ça peut permettre. Mais l'idée, c'est pas de devenir un expert dans tous les outils. C'est déjà de choisir quelque chose qui va vraiment faire sens pour soi par rapport à ce qu'on veut transmettre. Et puis d'en faire un moyen d'amplifier justement la transmission des savoirs, l'acquisition des savoirs et donner du dynamisme à ces cours. Voilà, l'enjeu, il est là. D'accord, donc c'est vraiment s'adosser à des outils, mais derrière s'assurer qu'il y a un accompagnement qui soit structuré. Exactement. Et comment justement chez Digital Trainer aujourd'hui vous relevez ce défi? Alors, sur l'accompagnement, l'avantage des programmes qu'on propose, alors je vous ai parlé des programmes certifiants, mais il y a aussi des programmes sur mesure, parce que parfois on fait appel à nous vraiment pour identifier les besoins des formateurs qui interviennent au sein d'une entreprise ou d'une école. Donc on va déjà faire cette sélection de contenus qui seront vraiment pertinents pour eux.
L'avantage de ce qu'on propose, c'est qu'il y a toute une partie qui est en e-learning, parce qu'on sait que l'emploi du temps des formateurs, on va devoir parfois s'adapter. Donc l'avantage d'avoir quand même l'essentiel du théorique en e-learning, c'est qu'il y a cette possibilité justement d'être flexible. Mais on accompagne aussi nos apprenants via des tuteurs qui sont également formateurs. Alors leur rôle, ce n'est pas de délivrer directement des enseignements, c'est pour ça que je dis que c'est avant tout des tuteurs, mais ce sont des professionnels de la pédagogie digitale. Et leur rôle, ça va être vraiment déjà de s'assurer que du point de vue de l'e-learning, tout a bien été compris, que les concepts ont bien été intégrés, mais aussi de s'assurer que nos apprenants vont être capables de transférer ce qu'ils ont appris par rapport à leur projet personnel, leur projet professionnel, s'assurer qu'en fait, voilà, ils sont capables de mettre en place concrètement tout ce qu'ils ont appris. Donc vraiment, pouvoir parler de leur expérience. J'ai testé, par exemple, on va prendre un exemple, la pédagogie inversée. Voilà ce que ça donne, moi, dans mon organisation. J'avoue que j'ai du mal par rapport à faire correspondre mes objectifs pédagogiques de mon cours par rapport à ce qu'il y a dans l'e-learning. Et c'est là que les experts, justement, qui assurent le tutorat, vont pouvoir les accompagner pour concrètement transformer ce qu'ils ont appris et savoir vraiment le mettre en place dans leur activité professionnelle. D'accord. Et Sophie, comment est-ce que tu penses qu'on peut aujourd'hui justement mesurer la performance d'une formation ? Alors, ça a été le serpent de mer et ça l'est toujours pour toutes les formations, qu'elles soient présentielles, digitales, blended, tout ce qu'on veut. C'est véritablement le nerf de la guerre. Il existe, tout le monde le sait, tout le monde les connaît, les évaluations à froid, à chaud évidemment, donc pour mesurer immédiatement l'acquisition des compétences. Je pense qu'aujourd'hui, il existe plein d'autres choses. Sur l'efficacité d'une formation, il va y avoir déjà la mise en pratique. Jusqu'à présent, ce n'était pas tellement usité, parce que c'est très difficile à mettre en œuvre, en fait, de se rendre compte si oui ou non on est opérationnel sur le terrain. On a vu l'essor de la FEST, qui est quand même un accompagnement et en même temps une mesure de l'efficacité de retour au poste de travail, puisqu'on reste au poste de travail. Il y a aussi d'autres éléments à prendre en considération. Tu parlais tout à l'heure de l'humain, tu disais quel rôle des formateurs. Je pense qu'il y a aussi, associé à cette évaluation et aux formateurs, le phénomène de réseau, de mise en réseau, et on peut mesurer aussi justement à quel moment l'apprenant est lui-même capable de retransmettre aux autres. Et on sait que si déjà on est capable de réexpliquer un concept à d'autres personnes, eh bien déjà on a gagné, parce que ça veut dire qu'on a acquis la connaissance. Et ça, c'est de plus en plus vrai, notamment parce que la formation a un budget qui est malheureusement de plus en plus serré. Donc on parlait du rôle crucial des formateurs tout à l'heure. C'est aussi ça le rôle, c'est de créer du réseau, c'est de faire en sorte, parce qu'ils ont affaire à un groupe qui est quand même assez conséquent, que ces personnes justement se connaissent, maîtrisent un sujet et soient elles-mêmes les relais efficaces sur le terrain. Donc on peut mettre en place après des dispositifs qui sont un peu différents de la formation, mais qui montrent que la formation est efficace, autour de projets à réaliser dans un temps serré ou organisés dans un agenda, autour de quick win, c'est-à-dire que s'ils ont appris à faire un certain nombre de choses, qu'est-ce qu'ils vont mettre en œuvre, en quoi ils s'engagent post-formation. Et ça, pour le coup, c'est des moyens différents de mesurer que la formation elle a été efficace. Mais elle mesure aussi bien la réalisation, c'est ce qu'on attend finalement, c'est la mise en œuvre pratique des connaissances acquises, et puis aussi finalement une transformation, soit des pratiques, soit des mentalités, de la culture, véritablement en profondeur, grâce aux formations qui auront été apportées. On parle de formation, mais ça peut être aussi des ateliers, ça peut être du partage de pratiques, parce qu'en fait, il y a plein de modalités autour même du digital. C'est encore plus efficace de se dire que plus on varie les modalités, finalement, plus on va arriver à ses fins. Ou en tout cas, on va démultiplier ses chances de faire en sorte que la formation elle a un impact positif, durable, sur des équipes, sur une population cible, et pour l'entreprise ou pour les apprenants d'une école. Très bien. Et du coup, chez Digital Trainer, comment vous parvenez à avoir des retours d'expérience des apprenants, pour le coup ? Comment vous les exploitez et comment vous en tenez compte peut-être pour réagencer les formations que vous proposez ? Comme le disait Sophie, voilà quelque chose de très classique qui est le questionnaire à chaud, donc vraiment juste à la fin de la formation, et à froid, un petit peu plus tard, qui va nous permettre justement aussi de voir concrètement comment est-ce qu'ils ont pu profiter de la formation pour en faire une opportunité professionnelle. Donc soit finalement
améliorer la qualité des formations qu'ils délivrent déjà, soit peut-être même parfois décrocher d'autres contrats parce que leur profil va devenir beaucoup plus intéressant à partir du moment où ils ont été certifiés, notamment en pédagogie digitale. Voilà, c'est une manière de montrer qu'on est dans l'air du temps, qu'on est capable de répondre aux besoins actuels des apprenants. Et ça, les écoles sont très demandeuses de ce type de compétences aujourd'hui. Et justement, dans la pédagogie multimodale, quelles sont selon toi les compétences qui sont attendues d'un formateur ? Alors en pédagogie multimodale, c'est déjà avoir une vision d'ingénierie pédagogique, parce que voilà, le formateur, je dirais, plus traditionnel n'a pas forcément cette façon de voir les choses, de préparer son programme quand il va intervenir quand même sur un certain nombre de sessions. Donc c'est vraiment avoir une idée de toute la progression à mettre en place. C'est dans le choix des modalités pédagogiques aussi, être capable de, comme tu le disais, de varier les modalités pédagogiques. Ça a son importance pour donner du dynamisme et puis surtout bien choisir les modalités pédagogiques. Il ne s'agit pas de varier n'importe comment, mais vraiment se dire par rapport au sujet que j'ai à aborder, qu'est-ce qui est le plus opportun, quel est le meilleur moyen de délivrer le message et de faire acquérir les savoirs. Et donc voilà, ça va passer par cet ensemble de choses qu'on n'a pas forcément sans avoir fait vraiment une formation en pédagogie digitale. Et c'est aussi voir plus loin, si tu regardes bien, quand tu parles de dispositif, effectivement, jusqu'à il y a quelques années, c'est plus le cas complètement aujourd'hui, mais le formateur, il était vraiment centré sur une connaissance, un savoir-faire, un savoir-être. Aujourd'hui, quand il est formé à la pédagogie multimodale, il est aussi impliqué dans un dispositif beaucoup plus complexe où il sait qu'il va être le relais d'autres personnes, que ce soit des formateurs, que ce soit le message de l'entreprise, que ce soit une équipe pédagogique dans une école, il n'est pas seul. Et lorsqu'il construit son parcours pédagogique, lorsqu'il construit sa formation, il est plutôt dans une coordination méta dans laquelle il va impliquer aussi les autres acteurs. On le voit, nous, quand on crée des parcours mixtes. Là, on est en train de travailler en ce moment pour une école sur un parcours, un module VR. En réalité, donc, l'expert qui donne ce fameux contenu pour qu'il soit proposé dans une modalité VR, mais déjà, ça le plonge au sein d'un dispositif complètement différent, puisqu'il ne sera pas là. Par contre, c'est son savoir et sa connaissance qui va être réutilisé. Et puis, en fait, on s'aperçoit que ce formateur nous a dit « Ah, mais ce serait peut-être bien d'avoir un petit teaser au début. Est-ce qu'on ne pourrait pas interroger un nouvel apprenant ? Ça donnerait envie, justement, de rejoindre le module. » Et puis, dans le fond, il y a des choses qui sont très théoriques, mais je ne sais pas comment ça peut passer à travers un module VR, parce que la théorie dans un module VR et imprimer un PDF, on est loin de l'impact pédagogique qu'on attend, de quelque chose avec un casque. Et puis, finalement, et si on faisait un module un peu plus classique, digital, ou est-ce que je peux pas les reprendre en classe virtuelle pour reparler de ces essentiels ? Et donc ça, c'est vraiment un mindset complet qui est complètement différent aujourd'hui. Et c'est ça qui fait le formateur de demain et toute sa valeur, en fait, aujourd'hui, au cœur d'un dispositif complexe et robuste. Parce que c'est ça qui est attendu. C'est très intéressant parce qu'en fait, c'est un peu comme une mise en abîme, c'est-à-dire qu'il faut avoir une sélection pertinente des modalités pédagogiques pour permettre par la suite à des formateurs eux-mêmes de pouvoir faire une sélection pertinente des modalités pédagogiques. Et tu parlais tout à l'heure, Florian, des classes inversées, toi tu parlais de la réalité virtuelle. Est-ce que vous avez d'autres exemples de modalités pédagogiques innovantes ou non d'ailleurs qui aujourd'hui sont particulièrement adaptées à des formations pour des formateurs ? Oui, alors on peut penser à de la création de contenu pour faire du micro-learning, par exemple. Donc ça fait partie des choses qu'on peut apprendre chez nous. Et c'est une des modalités très très en vogue parce que, en particulier pour des apprenants qui sont en entreprise, voilà, souvent le temps de formation va être réduit et ils vont plutôt être friands de contenus assez courts qui vont pouvoir caler entre deux réunions. Donc voilà, il peut y avoir cet enjeu-là. Qui répond aussi à un enjeu pédagogique parce que la répétition du message, on connaît la courbe des bingos qui suggère effectivement de répéter à plusieurs moments pour moins oublier ce qu'on a vu en formation. L'ancrage des Donc l'ancrage des connaissances et ces micro-learning, c'est vraiment essentiel. Et le micro-learning, en fait, il peut prendre plein de modalités. Nous, on utilise aussi le podcast. Le podcast, pourquoi ? Parce que le podcast, il fait appel à deux ressources essentielles pour justement tout apprenant, sans distinction école, entreprise. Mais le podcast, c'est d'abord parce qu'un podcast sans vidéo,
forcément. C'est un appel à l'imaginaire. Et lorsqu'on fait appel à son imaginaire parce qu'on est concentré sur le sujet, parce qu'on écoute attentivement, mais on sait qu'on va retenir mieux, ou davantage en tout cas. Et puis le podcast, c'est aussi une manière pour le formateur d'explorer aussi le storytelling. C'est-à-dire qu'il était habitué très souvent, il y a quand même encore majoritairement des contenus de formation qui sont sur de la délivrance de savoir ou de savoir-faire. Et bien là, c'est un storytelling, donc c'est aussi une autre modalité pour transmettre des messages, pour transmettre un savoir-faire. C'est très intéressant, y compris pour le formateur, je pense, de se rentrer dans un exercice où finalement il est en train de créer l'imaginaire de l'apprenant. Et il y a aussi une modalité beaucoup plus simple qu'un formateur pense pouvoir appréhender comme il le fait habituellement, c'est la classe virtuelle. C'est-à-dire qu'un formateur pourrait avoir tendance à s'imaginer que sa façon de faire son cours en présentiel peut être exactement la même en classe virtuelle, mais ce n'est pas le cas, justement. Il y a différents leviers à actionner. Sinon, on va se retrouver un peu en mode webinaire et finalement, on n'atteindra pas les objectifs qu'on souhaite. Donc voilà, c'est dans la réflexion sur les activités, sur la façon d'interpeller les apprenants, aussi sur des choses techniques, pour les mettre en groupe, toutes sortes de choses en fait qu'il faut apprendre quand on délivre une formation en classe virtuelle. Très bien. Chez Digital Trainer, comment est-ce que vous parvenez à accompagner les formateurs à l'utilisation au quotidien dans leur pratique professionnelle des outils adossés à l'intelligence artificielle? Alors, on a fait le choix de créer des modules de formation pour vraiment apprendre déjà à distinguer les différents outils qui peuvent exister sur le marché et leurs usages, et puis à se les approprier. Et ça va aussi passer par, comme je vous le disais, l'accompagnement des tuteurs formateurs qui vont aider concrètement à voir ce qu'on peut faire avec cet outil et le mettre en place. Et donc, on va travailler sur plusieurs aspects. On va travailler sur la conception de contenu, mais ça peut être déjà sur concevoir son cours intelligemment, même si on est en présentiel. En fait, on peut toujours utiliser l'IA et c'est même, ça peut avoir une vraie plus-value. Et puis, ça va être aussi sur la conception de contenu quand on veut faire de l'asynchrone. Ça va être pour optimiser les évaluations aussi. Voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle. Et de toute façon, le métier de formateur, comme plein d'autres métiers, est en mutation du fait de l'intelligence artificielle. Et donc, il faut absolument s'adapter, ne pas subir cette mutation. Et justement, en fait, quand on commence à apprendre vraiment ce qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle, je crois qu'on y prend goût. Et si on sait bien le faire, voilà, ça a un impact démultiplié. Tu parlais justement de l'intelligence artificielle en tant qu'assistant. C'est aussi le moyen d'interroger l'intelligence artificielle quand on parle de macro-dispositifs, de parcours. Alors, c'est pas, la réponse n'est pas sacro-sainte et forcément la meilleure de toutes, mais en tout cas, ça peut être un guide pour trouver des idées. Quand tout à l'heure, on disait qu'on mixait les modalités, qu'on mixait la manière d'appréhender un sujet, qu'on n'avait pas tellement d'idées, parce qu'on n'a pas toujours la science infuse. Tous les formateurs, déjà, ne sont pas forcément dans une équipe. Ils peuvent être isolés, donc ce n'est pas forcément évident. Puis, ils sont peut-être aussi seuls à maîtriser un sujet en particulier, donc ce n'est pas évident de pouvoir expliquer ce qu'on a envie de transmettre à quelqu'un d'autre qui est complètement étranger. L'IA, c'est un bon moyen d'interroger en disant, voilà, j'ai envie de construire ou de concevoir un parcours, un dispositif qui intègre cet aspect théorique, cet aspect pratique. On peut avoir une réponse déjà et sur le contenu, bon, en général, ils le maîtrisent, mais surtout sur l'enchaînement finalement et quelle serait la pertinence des séquences. Dans tous les cas, ce n'est pas forcément la vérité. En attendant, ça donne des idées. Et c'est ça l'intérêt, c'est d'avoir un début de réponse pour ouvrir finalement sa réflexion personnelle. Parce que ce n'est pas toujours la réalité. De même que quand on veut rendre une formation plus pertinente, on sait aussi que l'animer, y mettre des visuels, ajouter de la vidéo. On sait aujourd'hui qu'on n'en est malheureusement qu'au début, mais qui fait déjà des choses fantastiques. Il ne faut pas penser que l'IA, justement, c'est cher ou que c'est à la portée de personne. Au contraire, quand on peut demander à une IA de nous générer une illustration pour un concept, par exemple, pour démarrer ou pour faire réfléchir des apprenants, c'est déjà un bon moyen de travailler différemment.
on ne peut pas forcément les faire venir sur un site ou dans une expérimentation qui serait coûteuse et qui serait difficile à générer. L'IA peut apporter une image, par exemple, pour les aider à réfléchir, se poser la question, est-ce que c'est pertinent? Est-ce que vous voyez des erreurs? Est-ce que vous voyez des choses qui ne sont pas normales? Bref, c'est tout un tas, finalement, de micro-solutions qui, mises bout à bout, vont permettre, de générer, finalement, un parcours qui est varié, et donc sans lassitude et qui donne envie à l'apprenant d'aller jusqu'au bout, et puis aussi visuellement très agréable, parce que, justement, on apporte du contenu, ça devient quelque chose d'encore plus robuste et encore plus intéressant pour l'apprenant. Oui, c'est ça, et je pense qu'il y a énormément de choses qu'un formateur ne ferait pas alors qu'il en a envie, mais tout simplement parce que ça lui prendrait énormément de temps. Si je peux prendre un exemple, la pédagogie différenciée, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, et qui consiste, par exemple, un exercice qu'on va donner à un groupe d'apprenants, de faire plusieurs versions de cet exercice, plus ou moins guidées, pour faire en sorte que des apprenants qui sont plus en difficulté arrivent au même résultat que les autres. Donc ça veut dire que concrètement, il faut faire 3 ou 4 versions du même exercice. Donc ça, un formateur passionné, il va le faire peut-être 1 fois, 2 fois, mais vu le temps que ça prend, il ne pourra pas se permettre de le faire systématiquement. Avec l'IA, c'est beaucoup plus facile de le mettre en place. Oui, mais néanmoins, si on prend l'exemple, je pense qu'il parle le plus, qui est l'utilisation des bots d'intelligence artificielle, il y a quand même aussi cet effet de test and learn où la personne le prompt engineer, qui n'est pas forcément formé ou professionnel, va aussi devoir réajuster son prompt pour parvenir au résultat qui l'intéresse. Est-ce que tu penses, Florian, justement, puisque tu disais que c'était un très bon assistant, tu le disais aussi, Sophie, mais qu'aujourd'hui, c'est obligatoire, quoi qu'il arrive, de se former aux outils d'intelligence artificielle du marché, d'être toujours dans une espèce de veille et surtout dans une maîtrise pour accompagner les transformations? Oui, moi ça me semble une évidence. C'est comme si, il y a 20 ans, on avait fait le choix de dire non, Internet, c'est pas l'avenir, moi je veux pas m'y intéresser, j'en ai pas besoin. Aujourd'hui, n'importe quel formateur sait qu'il a besoin d'Internet, que ce soit pour préparer ses cours ou même vraiment pendant la séance pédagogique. Il y a forcément recours parce que c'est une source inépuisable. Alors après, ça demande d'apprendre à le maîtriser, comme pour Internet, voilà, savoir identifier les bonnes sources. Et pour l'IA, c'est ça, c'est adopter les bonnes pratiques pour vraiment en tirer le meilleur et pas demander tout et n'importe quoi. Tu parlais du prompt engineering, voilà, ça fait partie des choses qu'il faut absolument apprendre pour optimiser l'utilisation qu'on fait de l'IA. Tu penses, Sophie, que c'est la plus grande révolution dans le monde de la formation ? Je pense qu'on est vraiment dans un tournant. En fait, je ne sais pas si c'est la plus grande révolution, parce que le e-learning était déjà quelque chose d'extrêmement innovant. Alors, je peux en parler parce que j'ai vécu cette transformation. Et en plus, à l'époque, dans ma carrière, j'étais au sein d'un groupe EdTech aussi, qui mettait en place le e-learning pour des grands groupes. Donc, j'ai vraiment participé, on va dire, à l'évangélisation de grands comptes. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'on a mis peut-être 10 ans à intégrer que le e-learning, ça pouvait être une source de formation comme une autre et qu'elle pouvait être très intéressante et qu'elle permettait de se former également et non pas, comme on l'a décrié pendant aussi longtemps. Nos voisins anglo-saxons l'avaient très bien compris, les Canadiens, on n'en parle pas, les États-Unis aussi, parce qu'eux, ils étaient confrontés à la distance, tout simplement. À la distance et à la difficulté de se réunir. Donc eux, ils l'ont adopté beaucoup plus vite que nous, en France, tout simplement. Là, en fait, ce que je trouve d'autant plus surprenant, et c'est pour ça que c'est en soi une vraie révolution, c'est que ça fait à peine 8 mois, quelque part, que finalement tout le monde, sans le vouloir, même la mise en pratique. Et là, tu parlais de l'exemple d'Internet tout à l'heure, le plus flagrant, c'est si on ne l'utilise pas à l'heure actuelle, mais qui que l'on soit. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement le formateur. Et c'est en ça que le formateur pourrait être confronté à un décalage, c'est que tous ces apprenants l'utilisent. Et à plus forte raison, tous les jeunes qui sont native IA, ou AI Generation, enfin, je ne sais pas trop comment on dit, on va trouver encore un nom qui va permettre justement d'identifier encore plus ces usages, mais pour le coup, on ne peut pas passer à côté. Voilà. On ne peut pas à moins de se mettre dans une grotte, mais je ne vois pas comment faire, sinon arriver en formation où ce sont les apprenants, ce qui est aussi un moyen de bien apprendre, quand tu parlais de pédagogie inversée, de pouvoir mettre le formateur et le confronter, apprendre de ses apprenants, c'est aussi une méthode d'apprentissage, puisque c'est une méthode de partage pour eux, et donc de confronter leurs pratiques. Donc ça aussi, c'est intéressant.
A priori, c'est pas forcément ce qui est attendu de la part soit des écoles qui veulent quand même avoir des experts professionnels en face de leurs étudiants pour pouvoir démontrer la qualité de l'enseignement, ni des entreprises qui attendent quand même un peu plus, on va dire, des facilitateurs de la transmission au cœur des entreprises. Et est-ce qu'il n'y a pas un risque aujourd'hui que pour des raisons, on va dire, budgétaires, parce que tu disais, les budgets des formations sont en berne et ça n'est pas toujours évident, d'avoir des organismes qui font le choix d'un 100% intelligence artificielle et donc de remplacer les formateurs par justement des agents conversationnels? Ce qui existe aujourd'hui, c'est déjà quelque chose qui est mis en place. Est-ce que vous le voyez comme un risque ou est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui, de toute façon, ne prendra pas parce que le facteur humain reste trop important? Moi, je peux comprendre qu'il y ait la tentation, en fait, de se dire que finalement, l'IA va faire tout le travail attendu et puis que ce sera plus simple, moins coûteux. Mais on va vite se rendre compte, en termes d'efficacité, que ça ne fonctionne pas parce que le facteur humain est indispensable et puis parce que l'IA, même si elle va évoluer et qu'elle va être de plus en plus performante, je pense, ne suffira pas pour vraiment transmettre tout un tas de choses, ne serait-ce que, par exemple, on parlait des compétences attendues, des compétences de demain, mais qui sont déjà attendues aujourd'hui. On parle énormément des soft skills aujourd'hui. Et même s'il y a des IA qui sont en train d'être développées pour travailler ces soft skills, je pense que ça ne rentrera jamais directement en compétition avec l'humain. Non, puis moi, je reprendrais tout simplement la définition de ce que c'est que l'IA, c'est un assistant. Donc, moi, je pense en effet qu'il va y avoir des solutions encore plus probantes, parce qu'elles existent déjà, d'assistants sur des tâches simples ou des réflexions simples, c'est-à-dire que bien entraînée, une IA peut apporter des réponses de premier niveau, si tant est qu'elle ait quand même été vérifiée au préalable, et que ce soit une IA qui soit quelque part spécialisée d'un domaine, parce qu'on sait aussi les biais qu'il peut y avoir dans ces IA-là. Bon, moi, je pense que je suis d'une nature très optimiste. Je suis convaincue que ça va se réguler, c'est bien normal. Et petit à petit, on va avoir une IA fiable, comme le sont les sources Internet quand on sait les regarder. Mais en revanche, c'est jamais qu'un début. Et tu parlais des soft skills, dans une formation, dans l'échange qu'il peut y avoir entre les participants, on apprend déjà beaucoup. Il y a l'effet miroir, il y a la capacité à prendre la parole, il y a la capacité à s'exercer, à pouvoir s'enrichir l'un de l'autre. L'IA va donner des réponses, va enrichir les connaissances de l'apprenant, mais c'est pas pareil que l'expérience. Et ça, rien ne vaut l'expérience des uns et des autres, surtout dans les métiers qui sont en train d'émerger. Si on a la chance d'avoir quelqu'un qui a au moins 5 mois d'antériorité sur une connaissance ou une compétence clé qui vient d'émerger, mais c'est tellement précieux que ça, on ne pourra pas s'en passer. Moi, j'en suis convaincue. Oui, et puis il y a quelque chose que l'IA ne permet pas parce qu'elle n'est pas conçue comme ça, c'est l'imprévu et la digression. Et ça, quand on est dans une session de formation, on sait qu'il y a quelque chose de très riche là-dedans, dans ce qui n'était pas prévu, les sujets qu'on n'avait pas prévu d'aborder, et les digressions, les anecdotes personnelles, enfin professionnelles, mais voilà, qui n'étaient pas au programme. Mais en fait, ça, c'est très enrichissant. Alors que l'IA, elle va répondre de façon très frontale et directe à la question. Mais ça ne va pas permettre de finalement s'enrichir sur d'autres choses qu'on n'avait pas forcément prévues. D'accord, très bien, c'est hyper intéressant. Et du coup, question un petit peu spécifique, puisque l'un de vous deux mentionnait la FEST, donc les actions de formation en situation de travail, qui sont adaptées à des formations métiers, vraiment de terrain. La vraie question, c'est est-ce que, par exemple, la VR peut remplacer une AFEST ? Ben non, parce que la VR te permet de t'immerger au sein d'un poste de travail. Donc, soit tu l'utilises en te disant, finalement, je crée la situation VR qui serait la plus optimisée possible. Donc là, l'apprenant, il s'immerge dans une situation future vers laquelle il doit tendre. Et auquel cas, c'est finalement un entraînement et une prise de conscience de ce que tu pourrais faire parce que tu te retrouves plongé au cœur, finalement, de ton métier, mais tel que tu devrais le faire. Donc là, la VR, c'est un moyen, finalement, de te projeter. Ça, c'est très intéressant. Dans la FEST, il y a aussi l'accompagnement finalement de la personne qui est experte au poste de travail, qui te suggère des pistes de réflexion et des postes d'amélioration. Donc c'est l'étape un peu intermédiaire finalement. Dans la version VR, tu es tout de suite immergé dans une solution optimum. Avec une option, on va dire, d'AFEST, tu es accompagné pour de la réflexion, ce qui va entraîner autre chose. C'est-à-dire que ça t'entraîne à réfléchir, ça t'entraîne à avoir un esprit critique et à
développer cette capacité dans une autre condition et pas seulement sur ce poste de travail. Parce que quand on te montre quelque chose d'abouti que tu dois reproduire, on voit bien que ça a des effets très vertueux. Si tu prends finalement tous les modèles économiques, notamment la concurrence chinoise, qui a beaucoup copié ce qui s'était fait avant. Au départ, ils ne sont pas trop posé la question sur le fait c'est bien, c'est pas bien. Ils se sont dit il faut qu'on y aille, on copie. Très bonne initiative parce qu'ils ont copié moins cher. Donc ils ont optimisé les coûts, mais ils ont mis un certain temps quand même pour faire de même. On voit bien aujourd'hui, c'est le cas dans les modèles sur les véhicules automobiles, où ils sont très très en avance sur tout ce qui est véhicule électrique. Alors, on est dans la divergence dont tu parlais tout à l'heure, mais c'est exactement ça. En fait, ils se sont servis des modèles. C'est un peu comme quand tu es plongé dans une application VR pour se dire c'est ça qu'il faut qu'on atteigne, c'est ça qu'il faut qu'on reproduise, pour ensuite lancer la recherche et le développement, pour se dire on va un cran plus loin. Alors, à voir, est-ce que ce sera plus efficace ou pas? Comment on va arriver de ce point-là à l'autre? Est-ce que c'est une période de transition trop longue? Là, j'ai pas la réponse. Je pense que l'avenir nous le dira. C'est sans doute un complément pour aller plus vite. Parce qu'il y a des situations où effectivement, et puis où aller plus vite, c'est crucial, par exemple pour de la sécurité, pour de la maîtrise d'un certain nombre de paramètres qui sont exogènes, où effectivement il faut savoir tout de suite. Par exemple, je pense à des choses très pratico-pratiques, dans la maîtrise d'un incendie, dans des choses comme ça. Bon, faut réagir très vite. Donc si on peut apprendre vite comment faire, c'est tant mieux. Oui, et puis c'est un bon moyen aussi de pouvoir s'exercer régulièrement. On peut prendre un exemple, en réalité virtuelle, on a eu à concevoir des modules pour des agents immobiliers qui visitent des appartements, qui doivent faire une remise des clés. Et donc, quand on est en apprentissage, on n'a pas forcément énormément l'occasion de le faire, à part en accompagnant un professionnel, mais ce n'est pas toujours possible. Là, ça permet déjà, tout seul, de s'exercer un maximum avant d'être capable de se lancer. Très bien. Tu parlais précédemment, Florian, de la formation Mathieu, donc maître d'apprentissage et tuteur. Est-ce que tu peux nous dire quelle est la cible en fait, et est-ce que ça peut vraiment apporter comme plus-value aux organismes qui décideraient de faire passer cette formation à leur propre en interne? La cible, elle est très très large. C'est vraiment pour toutes les entreprises qui accueillent des alternants. Vraiment s'assurer que les gens qui vont les accueillir, qui vont en avoir la charge, donc les tuteurs ou les maîtres d'apprentissage, soient aptes à les accueillir, les faire monter en compétences et évaluer cette montée en compétences et faire en sorte que finalement le travail qui sera donné à ces alternants soit en adéquation avec les objectifs de l'entreprise. D'accord, donc c'est très intéressant. Et est-ce que tu penses aujourd'hui que, d'une manière générale, dans les entreprises, les tuteurs sont suffisamment formés pour justement accueillir les alternants? Non, pas du tout, pas du tout. Et justement, ça s'apprend. C'est-à-dire qu'on pense qu'à partir du moment où on maîtrise ses propres missions, on va être capable de les expliquer à quelqu'un d'autre et il va acquérir les savoirs, il va se débrouiller. Mais non, justement, tout ça, ça s'appprend. Et je parlais notamment de la montée en compétences et aussi de l'évaluation. Il faut être capable aussi de voir ce que l'alternant a vraiment réussi à acquérir et puis là où il y a peut-être des choses à retravailler. Et donc tout ça, on ne l'a pas instinctivement, ça s'apprend. D'accord, très bien. Et dans justement, Mathieu, tu parlais tout à l'heure des podcasts, vous avez fait le choix du podcast. Oui. Est-ce que tu peux un petit peu expliquer pourquoi ? Alors on l'a fait, oui, parce que le podcast, ça peut être un bon moyen de véhiculer des témoignages. Et donc dans le cadre de la formation Mathieu, c'est à cet endroit-là qu'on a choisi de le faire. On parlait aussi du choix des modalités qui doit être pertinent. Donc on s'est dit que ce serait bien d'avoir un podcast qui permette de vraiment avoir des témoignages de gens qui expliquent en quoi justement cette formation de maître d'apprentissage et tuteur est essentielle et puis de donner des cas concrets de leur expérience pour vraiment qu'on arrive à transposer et à comprendre pourquoi c'est indispensable. D'accord, très bien. Donc Sophie, on va revenir sur un cas d'usage, en fait, puisque Digital Trainer a accompagné un grand organisme qu'on ne peut pas citer, mais très important dans l'enseignement privé, l'enseignement secondaire privé. Est-ce que vous pourriez m'en dire plus? Comment ça s'est passé, ce que vous avez mis en place et le retour d'expérience que vous avez pu avoir par rapport à ce dispositif? Oui, effectivement, ce groupe conséquent en nombre d'écoles avait l'envie et l'ambition de porter un message fort auprès de ses enseignants parce que les écoles étant très différentes, sur des thématiques très vastes et très différentes, effectivement, il n'y avait pas de mutualisation possible de matière.
Donc, effectivement, un corps professoral très étendu et qui venait de différents horizons, divers univers, parce que tous professionnels et experts de leur matière. En revanche, ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'un expert n'est pas forcément un bon formateur dans la mesure où il ne savait pas forcément transmettre. Et donc, ils ont fait ce choix d'offrir la possibilité à tous ces responsables, finalement, de ces apports pédagogiques, de les former soit en les certifiant, donc avec formation de formateurs, soit de suivre simplement le cursus en ayant extrait, finalement, les modules qui leur semblaient finalement le cœur, ou en tout cas l'essentiel à savoir si on voulait être membre finalement de ce grand groupe pour pouvoir prétendre avoir une qualité d'enseignement suffisante. Et donc on a déployé cette formation pendant 1 an et demi. Oui. On a eu la chance de certifier 56 participants. Donc c'est quand même important parce que 56 formateurs... c'est quand même du volume, dans la mesure où ils étaient tous suivis par un formateur tuteur coach, qu'ils avaient tous mis en œuvre aussi de nouvelles pratiques pendant leurs animations et réalisé un projet professionnel. Donc c'est un vrai déploiement au sens où on l'entend. Et puis on a aussi en ce moment un autre groupe d'écoles que nous pouvons citer qui s'appelle Scolae, qui a cette même ambition pédagogique. Et là, on travaille sur quelque chose qui est essentiel, je pense, notamment pour le domaine de l'éducation du secteur privé du second degré. C'est ce qu'on appelle la signature pédagogique. Aujourd'hui, il n'y a pas seulement la formation de formateurs, qui en fait partie évidemment, mais c'est finalement comment je transmets à la fois une unicité de pratique, un bon usage des différents outils, parce que les écoles sont équipées, elles sont elles-mêmes utilisatrices finalement d'outils pédagogiques. On parlait tout à l'heure des différentes modalités. Eh bien, ne serait-ce qu'une plateforme, LMS, comment finalement je deviens un vrai bon coach de mes apprenants lorsqu'ils ont une partie en blended. Pas seulement j'interviens quand je veux, comme je veux, puis advienne que pourra sur la suivi du parcours. Non, c'est vraiment un outil dont ils doivent qu'ils doivent maîtriser et qu'ils doivent surveiller, regarder de près pour pouvoir faciliter la vie de l'apprenant et de l'étudiant. Et donc cette signature pédagogique, il y a à la fois la maîtrise des outils, comme je le disais, employés par l'école, la transmission, on en parlait tout à l'heure, justement, de la culture aussi et des valeurs d'un groupement d'écoles, parce que Scolae est quand même un groupe important du marché. Il y a 24 écoles à l'heure actuelle, des enseignements très différents sur des thèmes très variés. On a aussi bien de l'informatique que de la mode, que de l'immobilier, et ainsi de suite. Et il y a quand même un savoir-faire. Typiquement, il y a des séquences pédagogiques attendues au sein de chaque école et qui sont similaires. Donc, comment on anime ces séquences pédagogiques? Je crois que tu les connais bien, Florian, tu pourras peut-être revenir dessus. C'est aussi, justement, comment je l'insère dans mon programme, quelles sont les relations que je maintiens avec les étudiants et les élèves. Ça fait partie, ça aussi, de la culture du groupe. Quels sont aussi les échanges que je peux avoir avec l'équipe pédagogique, comment je me remets en question, qu'est-ce que je peux apporter à mon niveau, que ce soit en termes de soutien aux apprenants ou à l'équipe pédagogique, parce que je suis dans une dynamique d'école où j'ai envie de progresser, où j'ai envie d'apporter aussi mon savoir dans finalement ces transformations de l'enseignement. Oui, mais tout ça, comme tu le dis, ça constitue la signature pédagogique et un vrai enjeu aujourd'hui sur la signature pédagogique au niveau des écoles, parce que c'est un secteur qui est quand même très concurrentiel. Et puis, on peut aussi développer sa signature pédagogique au sein d'une entreprise. Parce que ça, c'est très important pour la marque employeur, pour révéler les talents. C'est essentiel, en fait, d'avoir un dispositif de formation bien pensé. Et ça repose aussi sur la transmission des valeurs, comme tu le disais, sur le choix de certaines modalités pédagogiques, la façon de travailler aussi, peut-être, être en mode projet, favoriser la collaboration. Donc, on va pouvoir travailler aussi tous les soft skills, tout le travail en équipe. Et ça, c'est parfois un peu négligé. On a tendance à penser que la formation, alors soit on est obligé de le faire de temps en temps, de proposer des formations aux salariés, alors qu'en fait, ça revêt vraiment une importance capitale.
Très bien, donc vous nous avez quand même apporté un certain nombre d'éléments pour convaincre les sceptiques éventuels à investir vraiment dans la formation de leurs formateurs. Et du coup, quelle est la prochaine étape pour une entreprise ou une école qui souhaiterait justement investir dans ce domaine crucial? Je dirais nous contacter, parce qu'on a la chance chez Quark d'avoir d'une part l'organisme de formation dont on a parlé, Digital Trainer, qui est vraiment spécialisé dans la formation de formateurs. Et puis ça, c'est une des briques qui peut permettre de vraiment constituer toute sa signature pédagogique ou même tout son projet global de formation. Et là, on a de nombreux experts qui travaillent chez nous, que ce soit en ingénierie pédagogique, en digitalisation de formation, qui sont consultants, qui peuvent aider à construire le projet et puis à le réaliser concrètement pour concevoir des contenus et pour déployer les formations dont les entreprises ou les écoles auraient besoin. Très bien. Sophie, un mot de la fin? Eh bien, oui, revenir finalement au début de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que la formation, c'est essentiel. C'est encore plus essentiel parce qu'on est au balbutiement des métiers qui sont attendus en 2035. On en connaît à peine 30% aujourd'hui. Donc, on ne peut pas faire l'impasse sur de la formation, clairement pas. C'est pas parce qu'on est dans une ère du digital, et c'est nous qui le disons, spécialistes du digital, donc qu'il n'y aura plus de formation présentielle, bien au contraire. Que le rôle du formateur, pour nous, il est essentiel et justement, il doit s'insérer dans ces dispositifs pour être encore plus important et encore plus facilitateur du dispositif, de la culture, de la transmission, tout ce qu'on a pu échanger jusqu'à présent, et qu'on ne peut pas se passer finalement d'une équipe pédagogique forte et j'ai envie de dire même qui soit finalement le modèle de l'excellence. Ça passe par là. Et il y a deux notions qui sont très différentes aujourd'hui, qu'il faut vraiment que le formateur représente. C'est l'aspect, je pense, collaboratif, réseau, parce que c'est cette connaissance des uns des autres et cet apport qu'il faut recréer, là où souvent le formateur était isolé, parce que c'est comme ça qu'on s'enrichit et les choses vont très vite. Et la deuxième chose, c'est effectivement transférer ce fameux mindset où on n'est pas seulement le sachant, on est vraiment un facilitateur et où on a la possibilité d'avoir tout avec soi, parce que tout est accessible en fait aujourd'hui. Avec une simple recherche internet, on peut déjà développer des trésors d'ingéniosité et sans budget, je le rappelle. Très bien. Merci beaucoup pour ces échanges très intéressants. Merci à toi. On se retrouve sur Spotify et sur YouTube et au prochain rendez-vous du Lab Quark. Merci beaucoup.